Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Demain, 21h au Parc des Princes, le PSG se retrouve déjà face à un tournant de sa saison puisqu'on entame la double confrontation contre le Milan AC qui n'est pas sans rappeler celle face au Benfica la saison dernière où on perd d'ailleurs notre première place avec les 2 nuls qu'on fait. Là, l'idée c'est de faire mieux avec demain les 3 points qui sont obligatoires au-delà du contenu puisque le match retour dans 15 jours à San Siro, déplacement et tout ça sera forcément plus compliqué. Dans l'autre match qui opposera Newcastle à Dortmund demain, on espère un résultat aussi favorable que sur les 2 premières journées. On rappelle qu'on a eu 2 fois 0-0 dans l'autre match qui nous a bien sauvés, notamment quand on prend 4-1 à St James Park le mois dernier. Bref, et évidemment le scénario catastrophe serait de perdre contre Milan et voir Newcastle s'imposer face à Dortmund parce que là tu te retrouves dans une situation très inconfortable à la 3e place et avec un match coup près à San Siro dès le début du mois de novembre. Bref, dans tous les cas, j'aimerais commencer cet avant-match par le constat que j'ai fait en premier dans le débrief de Newcastle PSG. À savoir, demain, j'attends les cadres en fait. Le PSG est une équipe renouvelée qui n'est pas terminée tactiquement, pas aboutie pour le moment. Les Gonzalo Ramos, les Kolo Muani, les Ugarte, les Warren Zaïre-Emery, je dois le dire, voilà. On les critiquera s'il faut dans le débrief, mais vraiment demain, ce que j'attends, c'est les Dembélé, les Hakimi, Mbappé le premier bien évidemment, Lucas Hernandez aussi qu'on n'oublie pas. En gros, les joueurs d'expérience qui connaissent ce genre d'environnement et qui ne découvrent pas comme les autres, voilà, tout simplement. De l'autre côté, évidemment, on a un adversaire, le Milan AC donc de Pioli. Alors, ils ont perdu 1-0 contre la Juve dimanche, mais il y avait pas mal d'absents, notamment Maignan et Théo Hernandez suspendus. Et puis surtout, en fait, ils dominent jusqu'au carton rouge qu'ils prennent en fin de première mi-temps, je crois. Et derrière, la Juve s'impose. Donc, pas grand enseignement à tirer de ce match. Sinon, quand même, sur les autres gros matchs du début de saison, c'est 2-0-0, même si celui contre Newcastle, ils doivent quand même le gagner. C'est l'illustration un peu de leur manque de réalisme. Et le 5-1 qu'ils prennent contre l'Inter d'Inzaghi, qui est pas vraiment un modèle pour nous parce que l'Inter d'Inzaghi n'est absolument pas le PSG de Luis Enrique en fait. Demain, on va pas les attendre dans nos derniers mètres et jouer en contre. Le PSG en fait est l'antithèse la plus totale de l'équipe d'Inzaghi dans la mesure où on va aller les chercher, on va les contre-presser, on va avoir 70% de la possession comme d'habitude avec Luis Enrique. Donc, pas beaucoup de références. C'est assez flou en fait. On sait que demain on a 2 équipes qui ont vraiment besoin de se rassurer du moins en Ligue des Champions. Enfin, le Milan doit prendre des points au minimum, tu vois, parce que s'ils perdent demain, ça va être compliqué d'envisager la qualification. Leur match à San Siro sera évidemment très décisif dans 15 jours. Le Milan qui doit aussi chercher un but, puisqu'ils ont toujours pas marqué en Ligue des Champions. Et pourtant, c'est marrant parce que ça, c'est un paradoxe que je disais dans une vidéo ce week-end. On a pris 4 buts face à Newcastle, dont on vantait le milieu de terrain, mais pas forcément l'attaque. Et là, demain, on se retrouve face à une équipe dont on vante l'attaque. Leao, Giroud, Pulisic aussi qui fait un bon début de saison. Et un banc derrière, même s'ils ont quelques absents. Mais qui n'a toujours pas marqué. Qui manque de réalisme et qui peine un peu à se créer des occasions, même si nous, bien sûr, on est un petit peu dans le même cas niveau réalisme. Bon, bref. Donc, une équipe du Milan AC, alors, qui est très loin de l'équipe italienne qu'on peut imaginer de manière spontanée. Ils vont pas nous presser dans nos 30 derniers mètres aussi intensément et avec autant de coordination que Newcastle, mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'ils auront le ballon, sur nos phases de transition défensive, ils vont jouer très rapidement. Ils vont pas attendre, faire tourner les séquences que nous on a l'habitude de voir de passes entre nos défenseurs centraux. Eux, ils vont pas faire ça. Voilà, Tomori, Thio et tout ça ne feront pas les redoublements de passes. Ça va partir tout de suite dans l'axe, petit relais pour ensuite aller rechercher le côté, le numéro 9 bien évidemment. Donc pour moi, c'est vraiment l'enjeu numéro 1 pour le PSG, les transitions défensives par rapport à l'attaque, par rapport à l'adversaire. Après, bien sûr, il y a celui de marquer des buts, de retrouver du réalisme. Voilà, donc vraiment, enjeu principal, les transitions défensives, puisqu'en face, on va avoir une équipe très joueuse
à la récupération, sans forcément vouloir garder le ballon. Alors on pourrait penser tout de suite que le Milan joue sur les ailes. Évidemment, on pense au côté Théo Hernandez, Leao, qui est évidemment le point fort. Loin de moi l'idée de dire le contraire. Mais déjà, ne pas oublier que par rapport à l'année dernière, ils ont rééquilibré leur côté, c'est-à-dire qu'ils sont un peu moins monotones, avec Pulisic côté droit qui est très bon. En plus avec Calabria qui peut aussi se... projeté. On verra s'il sera titulaire demain. Donc voilà, les deux côtés qui ne sont pas à négliger. On peut penser au duel d'Hakimi face à Leao, mais il y aura aussi Lucas Hernandez qui va avoir un client et sûrement des situations en infériorité numérique, voilà, à défendre. Et donc ça va être un vrai enjeu tout ça. Surtout que sur le côté droit, on peut aussi se retrouver avec des centres, voilà, venant du Milan, des situations qu'on n'aborde pas très bien. Je rappelle que contre Newcastle, on prend des buts sur des centres, tout simplement. Alors que sur le côté gauche, c'est plus des incursions, des petits dédoublements, la vitesse, l'explosivité de Leao et Théo Hernandez. Bien sûr, comme je l'ai dit, tout ça reste à nuancer avec leur production offensive qui, pour l'instant, est à 0 but en Ligue des Champions. Les coups de pied arrêtés, défensifs comme offensifs, mais défensifs avant tout, parce que samedi contre Strasbourg, on a beaucoup peiné sur les défensifs. Le but hors jeu, évidemment, tu te fais dépasser. Alors Soler lâche son marquage, mais il y a aussi Soler sera pas titulaire demain. Par contre, Lucas Hernandez, qui sera titulaire demain, se fait dépasser au début de l'action là, sur le rebond du but hors jeu. Et juste avant le but hors jeu, il y a aussi une action litigieuse sur un corner pareil. Donc vraiment, j'espère que demain le PSG va me rassurer dans cette dimension-là. Par exemple, il y aura un Giroud, on connaît son jeu de tête. En tant que Français. Donc voilà, j'espère que Skriniar va rassurer. Skriniar qui, on le rappelle, depuis le début de saison, bizarrement, ne joue plus sur ses qualités, puisque les duels aériens qui faisaient sa force en Serie A ne le sont plus depuis qu'il a signé au PSG. Bien sûr, on n'est pas sans penser à sa blessure au dos qui doit jouer mentalement au moment d'aborder un duel, peut-être avec plus de frilosité. Mais voilà, dans tous les cas, j'attends beaucoup de l'équipe dans cette dimension-là. Bon, maintenant la composition. Donnarumma dans les cages, qui va retrouver le Milan. Pas de dinguerie au pied, mais j'ai envie de dire, depuis le début de saison, je vois pas pourquoi cette consigne, j'aurais à la dire. Je remarque que Luis Enrique, aujourd'hui, en conférence de presse, a été beaucoup moins dithyrambique avec Donnarumma qu'il avait été avec Dembélé en fin de match samedi. Enfin, on parle de deux titulaires, en fait, dans l'équipe. Mais Dembélé, Dembélé qui est dans une situation délicate, Luis Enrique dit qu'il est amoureux du joueur et qu'il a rien à redire. Donnarumma qui est dans une bonne situation. Enrique dit bien sûr qu'il peut progresser comme tout le monde, il a des petits axes de progression au pied, mais c'est un bon gars et un bon joueur, que je connaissais déjà avant de venir. Bien sûr, il doit se souvenir de la demi-finale à l'Euro 2021 qu'il avait joué avec l'Espagne contre l'Italie de Donnarumma, qui était joueur du tournoi si je dis pas de bêtises, gardien oui, mais joueur du tournoi si je dis pas de conneries, lors de l'Euro. Bon bref. Donc, et puis on espère aussi sur sa ligne, très bon, mais rien à lui reprocher en fait sur le début de saison. Dans l'axe, Marquinhos bien évidemment, capitaine, voilà. Au niveau des duels défensifs, j'ai rien à lui reprocher. Encore samedi, il a bien couvert Danilo qui se faisait prendre dans son dos par moment. Il défend bien dans sa surface. Ça, c'est une innovation cette saison. Vraiment, Marquinhos est très bon dans les duels défensifs. Maintenant, avec ballon, bien sûr, pas d'erreur technique, de relance dans l'axe, machin, comme face à Newcastle. Et aussi, avec Donnarumma, s'il pouvait éviter ces espèces de passes molles qui donnent avec un dédain notoire à Donnarumma, sachant très bien que Donnarumma n'aura pas de situation facile et que donc, il va s'embourber alors qu'il n'a pas les qualités techniques pour ce genre de situation. T'es capitaine, prends tes responsabilités sur ce genre de situations qui sont rares, c'est pas non plus criant. À ses côtés, je titularise Skriniar. Parce qu'en fait, Danilo était titulaire samedi. Son match n'est pas mauvais, mais je vois pas un match qui me fait en fait dire Danilo mérite plus que Skriniar en fait. Voilà, il a fait le strict minimum. Alors oui, peut-être qu'il joue long sur les relances plus souvent que Skriniar. Mais encore une fois, la défense dans sa surface, dans son dos en fait, il est quasiment autant, si ce n'est plus en difficulté que Skriniar. Voilà, donc Danilo a l'avantage avec ballon, mais sans ballon, je trouve que c'est vraiment kiff-kiff. Et limite, je donnerais un tout
petit avantage mais à Skriniar. Bon bref, je titularise Skriniar parce qu'il est dans l'équipe et parce qu'il le sera, évidemment, par Luis Enrique. Bon, sur le côté gauche, Lucas Hernandez, comme je l'ai dit, à ne pas sous-estimer ce côté droit du Milan AC. Surtout que Lucas, à la différence d'Hakimi, n'apporte pas grand-chose offensivement. Il te fait 2-3 incursions par match, mais sinon, globalement, il reste plus bas. C'est aussi une consigne, hein, parce que le PSG évolue en 3-3-4 et tout ça. Il s'aligne avec ses défenseurs centraux. Donc c'est pour ça que vraiment, défensivement, j'attends un Lucas discipliné, qui ne sort pas de son match aussi. Qui ne va pas titiller l'adversaire. Alors c'est marrant, hein, je pense qu'il y a des supporters, ils doivent kiffer le voir se faire tête à tête avec l'adversaire, mais ça sert à rien, voilà. Parce que après, si tu prends un jaune débile, sachant que Nuno est pété pendant 4 mois, voilà, reste tranquille, et puis te fais pas prendre dans ton dos, voilà. Essaye de monter un petit peu, mais bon, c'est pas celui que j'attends le plus demain. Je sais que, voilà, je pense pas qu'il fasse de mauvais matchs demain, à moins qu'il fasse une erreur sur un coup de pied arrêté. Je vois pas en quoi il pourrait faire un mauvais match. Par contre, Hakimi, de l'autre côté, qui est titulaire bien évidemment, là il va avoir 2 gros clients, mais j'aimerais commencer par relativiser avec la discipline de Dembélé, voilà, qui évidemment en ce début de saison est à souligner. Il est très discipliné défensivement et c'était pas gagné à son arrivée, hein. On le soulignait dans les vidéos. C'est pas forcément un joueur qui défend intelligemment, mais là, il sait quoi faire et il le fait bien. Donc il faut le souligner. Et puis ensuite, je pense qu'en face, le Milan, bon, Théo Hernandez, Dembélé, il l'a tous les jours à l'entraînement, hein. Je pense pas que c'est un Gugus qui a dit sur les réseaux que Dembélé n'a pas de QI foot et que c'est un gros débile dans la finition, qui va lui faire changer son avis sur un joueur qu'il voit tous les jours à l'entraînement et un joueur qui est adoubé par tous ceux qu'il côtoie en fait. Tous ceux qui côtoient Dembélé louent son talent. Voilà. Ne nous parle pas d'un joueur bêta comme on le voit sur les réseaux sociaux. Bref. Donc je pense que Théo, il a aussi du souci à se faire par rapport à Dembélé qui, je pense, demain aura un supplément de motivation et on espère un supplément d'âme sur le terrain pour aller chercher son premier but, débloquer son compteur. Alors ensuite, le milieu de terrain. Là arrive la question de la structure. Puisqu'au-delà des hommes, en fait, la vraie question aujourd'hui, c'est la structure. Même si pour moi, il n'y en a pas, en fait. Alors, je sens que je vais me faire tabasser dans les commentaires pour les choix que je vais faire. On va être très clair, puisque je suis Luis Enrique. Je vous spoil, mais je fais une Luis Enrique contre Newcastle. Pourquoi D'abord parce que Vitinha soit sur le terrain ou pas, on joue dans le même système. Vitinha, quand il est sur le terrain, il est sur le côté gauche, voilà, il colle la ligne, il n'est pas rajouté dans la densité. Le système, c'est le même, qu'on le veuille ou non en fait. C'est ça que les gens doivent, pour moi, comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'opposition 4-3-3, 4-2-4 en fait. Il n'y a pas de revenir au 4-3-3 du... Non, c'est un 4-2-4, un 3-3-4, limite un 4-3-3 avec Hakimi relayeur droit. Mais voilà, c'est vraiment une structure que tu peux pas prendre sous le prisme d'une animation très précise là, comme quand tu choisis sur FIFA 4-4 de losange, machin chouette. Bref, les structures et tout ça. Non, là c'est vraiment très malléable. Et donc, que Vitinha soit sur le terrain ou non, pour moi, ça ne va rien changer à la structure. Et c'est pour ça que Vitinha est sur le banc, selon moi. Je préfère titulariser Barcola à sa place, et évidemment, je vais développer plus tard dans la vidéo, les gars. Bon, Ugarte, commençons bien sûr, hein, milieu reculé. On espère qu'il va faire un bon match, puisqu'on va le revoir pour la première fois. Après ces 2 mauvais matchs contre Newcastle et Rennes, dans le contre-pressing, je l'attends beaucoup, parce que comme le Milan joue à 3 milieux de terrain, des milieux qui aiment porter le ballon, qui peuvent aussi dribbler, aller chercher la provocation, qui peuvent arriver lancés sur Ugarte. J'espère qu'il sera en grande forme et qu'il va se mettre très rapidement dans son match, récupérer des ballons hauts pour prendre l'ascendant psychologique sur ses adversaires et tout ça. Yassine Adli, par exemple, s'il est titulaire. Donc voilà. Petit point positif, Ruben Loftus-Cheek visiblement sera pas là demain. Donc ça c'est un bon point parce que c'est vrai que physiquement, bon, Zaïre Emery 17 ans face à un joueur aussi élancé que Loftus-Cheek, bon c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que globalement dans l'avant-match on doit le dire, il y a beaucoup de circonstances qui sont avec nous les gars. Maintenant, est-ce que ça va se traduire sur le terrain? Ça repose sur nos joueurs et Luis Enrique. Donc, Warren Zaïre-Emery aux côtés d'Ugarte. Bon, j'ai fait une vidéo hier, mais il a repris l'entraînement collectif aujourd'hui. Pas de problème, il devrait tenir sa place. Pareil, voilà, j'attends dans le contre-pressing. Avec ballon aussi, qu'il aille titiller, en fait, la défense centrale de Milan, qui est un point fort de cette équipe, qu'il va falloir travailler tout au long du match, en fait.
C'est pour ça que je rapproche Mbappé de cette défense centrale, dans le rôle un peu qu'il avait contre Strasbourg samedi, pour essayer vraiment voilà, d'aller les mettre à défaut, les déboussoler complètement, et j'attends de Zaïre Emery qu'il le fasse avec ses percées ballon au pied, hein, qui évidemment déséquilibre le bloc, attire les joueurs sur lui, et quand il libère le ballon, évidemment, il y a plus d'espace pour le receveur. Devant, alors, côté droit, Dembélé, bien sûr, ça me paraît... voilà, ça me paraît évident parce que je vois pas qui tu peux titulariser, je vois pas qui mérite d'être titulaire à sa place, comme je le disais dans ma vidéo dimanche. Bon bah écoutez, j'attends de lui beaucoup plus de lucidité à la fin de ses actions en fait. C'est tout ce qui manque en fait de Dembélé. Voilà, de la lucidité à la fin de ses actions, qu'il démarre tellement bien, il fait tellement de différence dans le jeu, mais le problème c'est qu'il gâche tellement de fois, et puis aussi les buts. Voilà. Si accessoirement il pouvait marquer demain, les coups de pied arrêtés, s'il les tire, qu'il les tire bien. Voilà. À un moment donné, ça suffit, les corners qui sont tirés au 3e poteau, n'importe comment. Voilà. Et comme je l'ai dit plus tôt, sur l'impact défensif, son implication, j'ai aucun doute sur Ousmane Dembélé. Alors ensuite, on arrive au gros du gros. Les 3 autres. Bon, déjà, il y a Mbappé. La question du côté gauche. En fait, pour moi, c'est là en fait tout le débat. En fait, est-ce que tu mets Barcola ou Vitinha titulaire sur le côté gauche? Je prends la question dans le sens, défensivement, en fait, défensivement, cette question est très osée, je vous l'accorde. Est-ce que Barcola ne serait pas meilleur que Vitinha? Je m'explique. Vitinha est sûrement un meilleur contre-presseur que Barcola. Voilà. Quand on perd le ballon, Vitinha, pour le récupérer dans les 5-10 secondes, il va y aller avec son instinct très rapidement, il peut jaillir dans les pieds, peut-être plus que Barcola, qui est voilà, un peu pâteau au démarrage de ses replis. Parfois, il est un peu tête en l'air au début des actions. Mais par contre, une fois que l'adversaire a passé le premier rideau, les gars, Vitinha, et ça je le répète depuis quelques vidéos, Vitinha c'est très compliqué quand il doit courir vers son but, quand il doit courir derrière le ballon, derrière le porteur. Enfin, j'ai pas en tête en fait des replis de Vitinha réussis en fait sur des contre-attaques. Voilà. Après sur les attaques placées, peut-être que Vitinha a une meilleure science enfin sur les phases défensives, pardon, sur les phases positionnelles, où l'adversaire fait tourner au milieu de terrain et où toi, du coup, tu dois créer un bloc et tout ça, Vitinha, bien sûr, a un meilleur sens du positionnement que Barcola. Mais demain, on a un adversaire qui va pas poser de jeu, qui va jouer en contre-attaque, les gars. Et donc, je me dis, Barcola, quand je pense à ses retours défensifs dans la surface contre Clermont, rappelez-vous, contre Marseille, contre Rennes, il en fait un aussi, des retours défensifs qui témoignent d'une vraie culture du duel, parce qu'en fait, il arrive vraiment avec un temps de retard sur le porteur et il récupère le ballon avec une élégance, une propreté qui est complètement déconcertante et qui en fait me fait dire peut-être que cette idée de mettre Barcola à la place de Vitinha, ça déséquilibre complètement. Peut-être qu'elle est un peu... peut-être qu'il faut la nuancer. Voilà. Mon idée, en fait, dans cette vidéo, c'est un peu de nuancer cette idée qui est en vogue, là, parce que Riolo a tabassé Luis Enrique après le match contre Newcastle, et c'est un peu, voilà, l'idée de dire, le 4-2-4, faut pas qu'il ressorte son système à 4 attaquants, alors que la réalité est quand même un peu plus nuancée. Donc voilà un petit peu. Et puis, du coup, Barcola, je décide de le titulariser. Pourquoi? Parce que le PSG aura le ballon 70% du temps. Jusque-là, je parlais des phases défensives qui, je pense, seront minimes par rapport aux phases offensives. Bon, c'est un gros parti pris, évidemment, de mettre Barcola offensivement. Là, voilà, clairement, tu vas chercher le résultat, qui est une réalité, au-delà du contenu, comme je le disais en intro. Et aussi, j'aimerais faire un lien avec la différence de but, les gars. Peut-être que je suis un peu trop ambitieux, peut-être que je suis aussi optimiste que Luis Enrique, parce qu'il était très optimiste en conférence de presse aujourd'hui, comme il est d'habitude, quoi. Dans le sens où, les gars, on a pris un -3 au dernier match. Et la différence de but, peut-être que pour la première place, ce sera important. Donc demain, si on peut gagner 3-0 plutôt que 1-0, je prends. Parce qu'aujourd'hui, on est la seule équipe à être en négatif là-dedans, dans le groupe. Donc évidemment, mettre Barcola... Alors, mettre Barcola, ça t'assure pas plus de buts, parce que le dernier geste n'y est pas avec lui. C'est comme Dembélé, si on parle objectivement. Barcola, il va te faire des différences, il va déjà coller la ligne, donc étirer le bloc adverse. Il va occuper évidemment Calabria, le titiller aussi par les duels qu'il est capable de jouer. Ça aussi, c'est une différence avec Vitinha. Hein. Vitinha avec ballon, bon, je vois pas comment ça pourrait être un danger pour Calabria, alors que
Barcola va aller le chercher, les changements de rythme, les débordements, les échanges avec Mbappé, puisqu'au-delà donc de la présence et de la vivacité que Barcola t'apporte sur ton côté, moi j'ai envie de marquer des buts en fait. Et aujourd'hui dans cette équipe, je me dis qui fait ça? Gonzalo Ramos n'est pas en confiance. Contre Dortmund, il met un but hors jeu. Il fait à chaque fois la touche de trop pour se mettre en position de frappe. Kolo Muani, pareil. Dembélé, alors là, c'est l'exemple parfait. Bon, nos milieux de terrain, je veux bien qu'il fasse un bon début de saison. Mais voilà, Ugarte n'a toujours pas marqué, même s'il a obtenu un penalty contre Lyon. Vitinha a mis un très beau but contre Rennes, mais bon, enfin voilà, c'est pas de la surperformance en fait. Globalement, il y a Hakimi, mais demain, il aura des occupations avec Leao et Théo Hernandez. Je rappelle que Hakimi, offensivement, je pense que c'est notre meilleur joueur sur le début de saison, en matière d'occasions créées en fait. Parce qu'il a un nombre d'occasions créées absolument exceptionnel, et surtout sur la durée, enfin sur la régularité en fait. À chaque match, il en a. Et Mbappé, le deuxième évidemment. Donc mettre Barcola à gauche, ça rapproche Mbappé du but. Parce qu'il est dans le demi-espace, il est dans la position qu'il occupait face à Strasbourg, que j'ai beaucoup appréciée en fait. Qui ressemble un peu à celle qu'il avait à Monaco, voilà, belle époque. Et donc je titularise Mbappé avec Gonzalo Ramos dans l'axe. Alors je préfère Gonzalo Ramos à Kolo Muani, alors qu'il y a quelques jours dans une vidéo je vous disais je titularise Kolo. Alors je préfère Gonzalo parce que en matière de contre-pressing je pense qu'il sera meilleur que Kolo, et surtout en fait je préfère faire rentrer Kolo que Gonzalo Ramos en fait. Il y a quelques jours je titularisais Kolo parce que dans ma tête Vitinha était titulaire et pas Barcola. Donc j'allais pouvoir faire rentrer Barcola en cours de jeu. Mais là, mettre Barcola et Kolo dès le début du match, bon, je me dis, pour apporter de la vivacité et tout ça, sur le banc, en fait, t'as plus personne. Donc je préfère Kolo pour le faire rentrer côté droit, à la place de Dembélé à la 60e. Si tout se passe bien, ça c'est un scénario idéal. Voilà un petit peu comment je vois ce match, comment je procéderai, tout simplement. Gonzalo Ramos et Mbappé, en seconde mi-temps contre Strasbourg, on a vu quelques échanges qui commençaient à devenir intéressants. Les efforts défensifs de Gonzalo Ramos, puisque on rappelle quand même qu'il va falloir mettre la pression sur les premières relances avec Maignan, sa qualité au pied qui est exceptionnelle. Les défenseurs centraux aussi. Donc voilà ma petite composition, gros parti pris. En fait, je fais une Luis Enrique contre Newcastle. C'est très osé les gars, je suis désolé. Enfin voilà, je pense que dans les commentaires je vais me faire arracher. Mais c'est mon avis. Et je voulais aussi faire ça pour aussi essayer de nuancer en fait cette espèce de vision là qui court sur les réseaux sociaux, dans les médias, du 4-2-4 de Luis Enrique qui serait absolument nul, qu'il faudrait absolument abandonner. Alors que les gars, on va se calmer. Je vais pas réanalyser le match contre Newcastle, je vous renvoie à mes vidéos débrief. Voilà, on avait essayé de pas minimiser, mais relativiser. Ciao les amis, prenez soin de vous et puis une bonne soirée bien évidemment. On se retrouve demain pour le débrief de ce PSG Milan qui, je l'espère, va bien se passer. Ciao, prenez soin de vous.